D'abord, peut-être une précision. Les révolutionnaires ont été animés par l'idée de la chose publique, de la res publica, mais ils n'ont pas érigé dès 1789 la République. Le premier régime qui a été posé après la Révolution, 1789, ce fut une monarchie constitutionnelle. Et donc le lien intrinsèque entre République et Révolution de 1789 est à nuancer. Il y a eu une expérience monarchique entre-temps, et d'ailleurs plus largement, la République, pour s'imposer en France, eh bien, il va falloir l'inscrire dans le temps long. La République ne s'est pas imposée d'elle-même après la Révolution française. Il y a eu une longue lutte politique et idéologique entre républicains et monarchistes, et finalement la République ne s'imposera qu'à la fin du XIXe siècle. Pour ce qui est de l'évolution de l'idée de République, c'est une question lancinante en ce sens où ça pose la question de la définition même de la République. Et là, pour le coup, ça renvoie également au fait que d'un côté, l'idée, l'expression, le mot est utilisé de manière presque frénétique et obsessionnelle, et de l'autre, son sens n'est toujours pas si clair que cela. Le mot République est utilisé tel un argument d'autorité aujourd'hui, tel un label pour se justifier ou justifier sa position, mais dans le même temps, les acteurs, ou les républicains plus généralement, essayent d'éviter de se définir eux-mêmes. Et pour cause, parce que non seulement la notion même de République a évolué dans le temps, mais aujourd'hui, plus que jamais, l'idée même de République est difficile à déterminer. Alors lorsqu'on parle d'évolution dans le temps, la République, on a des premières traces de l'expression de la notion dès l'Antiquité grecque, avec Platon, mais véritablement, la République comme État souverain va s'imposer dans la théorie de Jean Bodin à la fin du XVIe siècle. Autrement dit, l'association, le lien intrinsèque entre République et État, entre République et souveraineté, va marquer la pensée politique, l'histoire des idées politiques dès le XVIe siècle. Mais il n'empêche, l'héritage de l'Antiquité est là. Le lien entre la République et la chose publique est vraiment ce fil conducteur qui va traverser l'histoire politique. Sauf que précisément, la chose publique elle-même, c'est-à-dire finalement l'intérêt général, est lui-même sujet à caution. C'est une notion elle-même dont les contours évoluent. C'est un objet par définition qui mérite d'être contextualisé, qui évolue en fonction de la conjoncture, et donc qui évolue dans le temps. La chose publique, les frontières de la chose publique peuvent évoluer au-delà naturellement de ce qu'on pourrait appeler le noyau dur régalien. Mais aujourd'hui, la frontière entre la sphère publique et la sphère privée, entre l'intérêt public et l'intérêt privé, entre la vie publique et la vie privée, c'est une frontière particulièrement difficile à identifier avec précision. D'où finalement les interrogations autour de ce qu'est la République. Alors, pour ma foi, enfin, de mon côté, je m'en tiens finalement à la devise républicaine qui est fixée et consacrée par notre propre constitution, liberté, égalité, fraternité, qui souligne bien finalement que la République c'est aussi, et peut-être d'abord et avant tout, un projet politique qui ne doit pas être conçu de manière comme un projet statique, mais au contraire un projet dynamique. C'est quelque chose à réaliser et qui finalement responsabilise les responsables politiques face au projet politique qui a été défini par la Constitution elle-même, c'est-à-dire par le souverain, par le pouvoir souverain, par le peuple, y compris par ses représentants. Et donc ce projet politique reste à réaliser. Alors précisément, la République comme État souverain et la République comme objet caractérisé par une essence relevant de l'intérêt public, de l'intérêt général, la République est doublement affectée par le mouvement de globalisation,
non seulement les frontières se trouvent relativisées dans un monde où finalement l'interdépendance et les échanges de toute nature caractérisent finalement la vie internationale, et de l'autre, vous avez l'autorité même de l'État, l'autorité même de la République qui est affectée par le fait que, précisément, l'État n'est plus l'acteur exclusif, voire l'acteur central d'un monde globalisé et interdépendant. Ça reste un acteur essentiel, mais sa centralité est affectée par la montée en puissance d'acteurs transnationaux, par la montée d'acteurs précisément qui ne reconnaissent pas le primat de l'État, le primat de la frontière, le primat du jeu interétatique. À partir de là, c'est la République comme véritablement entité souveraine qui s'en trouve fragilisée. Ensuite, le mouvement de globalisation affecte la capacité de la République à définir le commun. Qu'est-ce qui est commun pour des individus qui finalement sont certes des citoyens rattachés à une nationalité particulière, la nationalité française, mais qui aussi s'inscrivent dans ce monde globalisé et qui des citoyens qui développent une identité multiforme, plurielle. Et donc le lien entre la République et ses propres citoyens se trouve ou s'en trouve fragilisé également. Et précisément, on retrouve là aussi la fin d'une exclusivité de la relation entre la République et l'individu. Donc non seulement la République est fragilisée par des phénomènes finalement qu'on pourrait qualifier de transnationaux, de supranationaux, mais elle est aussi fragilisée par l'affirmation de phénomènes infranationaux, c'est-à-dire qui traversent la société nationale, notamment l'affirmation de communautés particulières qui affirment, qui revendiquent une identité particulière sans forcément remettre en cause leur affiliation à l'identité nationale, ou plutôt à la communauté nationale, mais qui tentent de développer parallèlement une identité spécifique, une identité minoritaire. Et c'est cette alchimie entre des identités minoritaires et infranationales et l'affirmation de l'autre d'une identité nationale, c'est cette alchimie-là, cette équation-là que notre République a du mal à finalement définir clairement. Le fait que le mouvement citoyen dit Nuit debout se soit inscrit dans un espace aussi fortement chargé sur le plan symbolique que la place de la République, en dit long sur finalement le sens de leur démarche, même si on peut également s'interroger sur ce sens précisément. Mais il est là, il est sous nos yeux, à savoir que finalement il y a dans cette démarche incontestablement une tentative de combler un vide. La tentative de combler le vide, vide au sens politique et spirituel du terme. Politique parce qu'il y a le sentiment que le monde qui nous est offert ne propose pas de projet, de projet politique qui est susceptible de mobiliser les citoyens dans une direction constructive et mobilisatrice au sens où elle donne du sens à notre vie collective. Et cette absence-là renvoie aussi à l'incapacité de nos responsables politiques actuels à définir précisément cette direction, ce sens, ce projet politique. Une incapacité tant au niveau national qu'au niveau européen. La crise démocratique française fait aussi écho à la crise démocratique européenne. On ne sait pas où on va. Il y a des injonctions, il y a des exigences, il y a des normes à respecter,
mais on ne nous dit pas assez peut-être pourquoi et dans quelle optique. Et ce vide-là, dans un monde précisément de plus en plus globalisé, mais animé par une logique marchande et financière, et donc essentiellement consumériste, entretient ce sentiment de vide politique, puisque finalement nous sommes non seulement des animaux sociaux, mais aussi des animaux politiques, et dès lors ce vide suscite à un moment donné une réaction qui peut être fondée sur précisément l'idéal républicain, encore une fois, si on prête l'oreille aux échanges qui animent finalement cette nuit debout, il y a incontestablement une interrogation fondamentale sur qu'est-ce que l'égalité aujourd'hui, qu'est-ce que la liberté et comment traduire en acte la fraternité.